Donc on se retrouve pour la suite et la fin du cours sur l'énergie mécanique. Donc précédemment, on a parlé de l'énergie cinétique, c'est-à-dire EC égale à 1,5 de m fois la vitesse du système au carré. Cette énergie cinétique, en fait, c'est l'énergie qui est en lien avec la vitesse de notre système. On a également parlé du travail d'une force sur un certain trajet AB. Et le travail d'une force, on avait dit que c'était l'énergie qui était développée par la force lors d'un trajet. L'énergie, si vous voulez, fournie par une force le long d'un déplacement. Et donc le travail de la force F sur le trajet AB, on avait dit que c'était égal à F scalaire AB. Et alors F scalaire AB, on avait également dit que ça pouvait correspondre à F donc on a dit que ça pouvait correspondre du coup à la norme du vecteur F multiplié par la norme du vecteur AB, le tout multiplié par le cosinus de l'angle entre F et AB. On avait également vu le théorème de l'énergie cinétique où on avait dit que la variation de l'énergie cinétique, delta EC, était égale à la somme des forces appliquées au système évidemment. Donc delta EC en fait, pour qu'on soit tous bien d'accord, la variation de l'énergie cinétique, ça correspond à l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. Et nous, ce qu'on dit, c'est que ça, c'est égal, en fait, au travail sur AD d'une première force, par exemple F1, plus le travail sur AD d'une deuxième force, par exemple F2, et ainsi de suite. C'est à ça que ça correspond, à la somme des travaux des forces. Pour calculer ECF, ici, c'est-à-dire EC à l'état final, il vous suffit d'utiliser la formule de l'énergie cinétique, EC égale à 1,5 de mv carré, en prenant la vitesse finale. Vous faites la même chose pour l'énergie cinétique initiale, c'est-à-dire au début, en prenant comme valeur VI, c'est-à-dire la vitesse initiale. Maintenant, on va passer à la suite et on va parler de l'énergie mécanique. Alors, on va commencer du coup le grand 6, énergie mécanique. Et on va commencer par le petit 1, l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, à ce stade-là du cours, vous avez encore le polycopier à la maison, donc vous pouvez le compléter au fur et à mesure que je vous explique un petit peu. Pour la suite, vous aurez la suite du cours directement sur le Padlet. Donc, on démarre avec l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est en quelque sorte une énergie de réserve. Elle est liée à la hauteur de votre système. Plus votre système est en hauteur, plus il va posséder une énergie potentielle de pesanteur grande. Si par exemple on prend un bonhomme qui s'apprête à faire du saut en élastique, hop. Ce bonhomme, on va dire qu'il est en haut d'une falaise. Plus la hauteur de la falaise, ici qu'on va appeler H, est grande, plus le bonhomme possède une énergie potentielle grande. Cette énergie potentielle, en fait, elle va avoir tendance à se transformer au fur et à mesure de la chute en énergie cinétique. Ça vous paraît logique finalement. Plus la hauteur diminue, c'est-à-dire plus le bonhomme descend, c'est-à-dire plus son énergie potentielle diminue, plus la vitesse du bonhomme va augmenter. Si la vitesse du bonhomme augmente, ça veut dire que son énergie cinétique, elle augmente. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un transfert entre énergie potentielle de pesanteur et énergie cinétique.
Donc on calcule l'énergie potentielle de pesanteur en prenant la masse de notre système en kilogrammes, multiplié par G, qui est l'accélération de pesanteur, qui vaut 9,81 newtons par kilogramme, et H, qui sera la hauteur de chute en mètres. EP étant une énergie, elle est forcément exprimée en joules. Donc maintenant, on va parler de l'énergie mécanique. Donc on passe au petit 2, énergie mécanique. L'énergie mécanique, son symbole, ça sera EM. Elle s'exprimera toujours en joules. Et l'énergie mécanique, elle correspond à la somme de l'énergie cinétique, EC, plus l'énergie potentielle, EP. C'est donc l'énergie mécanique, une énergie qui va être liée à la vitesse de votre système, ainsi qu'à sa position, c'est-à-dire à sa hauteur. Je vous ai préparé une petite vidéo dans laquelle on va étudier le mouvement d'un wagon. Donc si on regarde, ici on va étudier le mouvement d'un wagon qui va venir monter en haut de la montagne russe, ici. Et au fur et à mesure que sa hauteur elle augmente, on voit bien ici que son énergie potentielle elle augmente jusqu'à arriver à une valeur maximale quand il est tout en haut de notre montagne russe. Ici sur le côté vous voyez l'énergie cinétique. Cette valeur d'énergie cinétique en fait pour l'instant elle est assez minimale puisque il n'a pas encore été lancé. On prend de la vitesse en fait au fur et à mesure qu'on va descendre. Et c'est ce qu'on va voir en fait au fur et à mesure dans les montagnes russes. On est tracté jusqu'en haut de la montagne et puis après en fait on est lâché et c'est notre poids qui nous entraîne vers le bas. Au fur et à mesure qu'on descend, la valeur de l'énergie potentielle elle diminue puisqu'elle dépend de la hauteur et la valeur de l'énergie cinétique ici elle augmente jusqu'à obtenir une valeur d'énergie cinétique maximale quand on sera tout en bas. Et donc vous voyez bien que quand l'énergie cinétique est maximale, l'énergie potentielle elle est minimale. Sur le côté, vous voyez l'énergie mécanique qui correspond à la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Et si on regarde, eh bien, l'énergie mécanique, tout le long du trajet, elle va rester la même. Pourquoi? Parce qu'on va négliger les frottements, on va considérer que notre système n'est soumis qu'à des forces conservatives. Et donc là, vous voyez bien les transferts entre l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Donc on va passer au petit 3, où on va parler de forces conservatives et de forces non conservatives. Alors pour cette partie, vous avez le cours qui est directement tapé, en polycopié, en PDF sur le Padlet. Donc tout ce que je vous demande sur cette partie, c'est d'écouter et à la rigueur, vous pouvez mettre pause, imprimer le PDF et prendre des notes sur le PDF si vous voulez. Donc on va démarrer par les forces conservatives et on va essayer de définir ce qu'est une force conservative. Alors, je vous dis qu'une force conservative, c'est une force dont le travail entre un point A et un point B ne dépend pas du chemin suivi pour aller de A vers B. Si vous regardez ici sur le petit schéma, on a notre point A, notre point B, et on a différents chemins pour y aller. Alors, soit on peut y aller en ligne droite, soit on peut y aller en faisant des zigzags. Et alors sur ce chemin AB, si le travail par exemple ici du poids, il ne dépend pas du coup du chemin emprunté, mais qu'il dépend uniquement du point A et du point B, on dira que le poids est une force conservative. Alors on va essayer de démontrer ça. Ici, j'ai pris la démonstration qu'il y a dans le bouquin de spécialité de première ATIE. Donc, un petit rappel mathématique s'impose quand même. Quand vous avez deux vecteurs qui ont pour coordonnées AX, AY, et un vecteur B qui aura pour coordonnées BYX et BY, quand on fait le produit scalaire A scalaire B, ça sera égal à BX fois BY plus AX fois BX plus
AY fois BY. Hein. En fait, on a multiplié une à une les coordonnées des vecteurs. Donc je vous rappelle que le travail d'une force, c'est égal au produit scalaire de la force. Ici, en l'occurrence, ça sera le produit scalaire du poids avec le vecteur AB. Hein. Donc ici, dans la démonstration, ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous donne les coordonnées ici du poids, le vecteur poids. Si on regarde, il n'a aucune coordonnée selon x. C'est pour ça que sa coordonnée selon x, elle vaut 0. Ensuite, sa coordonnée selon y, on dit qu'elle vaut moins p, c'est-à-dire moins la norme de p. Tout simplement parce que si on regarde sur le schéma, le poids, il est dirigé vers le bas, alors que l'axe y, lui, il est dirigé vers le haut. Maintenant, si on regarde les coordonnées du vecteur AB, hein, tout simplement, ça va être xb moins xa et yb moins ya. À ne pas confondre avec les xb et les xa qui sont ici, attention, hein, c'est pas la même chose. Ainsi, le travail du poids sur ce déplacement, hein, le travail du poids sur le trajet AB, qui est égal à P scalaire AB, il va donc s'écrire, si on regarde, on est censé faire 0 multiplié par xb moins xa, donc a priori ça nous fait 0, plus, du coup, moins P multiplié par YB moins YA. Et c'est ce que vous avez ici, vous avez moins P multiplié par YB moins YA. Et donc, si on peut tout à fait s'arranger pour déplacer ce moins, en fait, et le faire appartenir ici à la parenthèse. Donc si on regarde, le moins, il est passé dans la parenthèse, ça veut dire que YA, on a mis un plus devant, et qu'YB, on a mis un moins devant. Vous avez donc le travail du poids, W de P sur AB, qui vaut la norme du poids P, multipliée par la hauteur du point A, moins la hauteur du point B. Et donc si on regarde, P en fait c'est égal à M fois G, avec G l'attraction de pesanteur. Et donc vous vous retrouvez avec le travail du poids qui ne dépend que de la valeur du poids du coup et de l'altitude du point A et du point B. En fait, la seule manière que le travail du poids aura de changer, ça serait de changer le point A et le point B, mais certainement pas la manière d'y aller. Donc on dit que le poids, c'est une force conservative. On va passer aux forces non conservatives, et donc à contrario, une force non conservative, c'est une force dont le travail va dépendre du chemin suivi. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il existe comme force non conservative? Vous avez par exemple les frottements. La direction et le sens des frottements en fait dépend du mouvement, en fait dépend du trajet que l'on va suivre. C'est-à-dire que si le mouvement, ça fait une vague comme ça pour aller de A vers B, eh bien on va mettre le point A ici et le point B là. La force de frottement, elle en fait, elle va être un coup vers le bas, un coup plutôt comme ça, un coup plutôt comme ça. Ce qui fait en fait que le travail de cette force F, comme F n'a jamais la même direction ni le même sens finalement, eh bien ce travail, il va dépendre du chemin suivi. Maintenant, on va passer au petit 4. On va parler de la conservation de l'énergie mécanique. Et ça, on en a parlé un petit peu dans la vidéo avec le wagon et les montagnes russes. On avait dit dans cette vidéo que l'énergie potentielle se transformait en énergie cinétique. Et donc, quand c'était le cas, on avait vu que l'énergie mécanique, au global, se conservait. C'est-à-dire qu'on avait tout le temps la même valeur de l'énergie mécanique. Et je vous avais dit que, en fait, ça, c'était dû au fait que notre système n'était soumis qu'à des forces conservatives. Donc je rappelle, une force conservative, c'est une force dont le travail ne dépendra pas du chemin suivi. Concrètement, en fait, dès qu'il n'y a pas de frottement, eh bien, votre énergie mécanique va se conserver. La plupart du temps, c'est comme ça qu'on raisonnera. Et donc ça, on l'exprime sous la forme delta EM, c'est-à-dire la variation de l'énergie mécanique, qui serait donc égale à l'énergie mécanique finale E,
moins l'énergie mécanique initiale E, ça sera mieux parce que c'est une énergie, qui sera égale du coup à 0, mais 0 quoi? 0 joule, puisque une énergie c'est toujours en joule. On dit que l'énergie mécanique va se conserver. Un petit rappel quand même, l'énergie mécanique du coup, c'est égal à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Ce qui fait donc que l'énergie mécanique finale, ça sera égal à l'énergie cinétique finale plus l'énergie potentielle finale. Il en va de même du coup pour l'énergie mécanique initiale. Ça sera égal à l'énergie cinétique initiale plus l'énergie potentielle initiale. Maintenant, on va passer au petit 5. On va essayer de déterminer si une force elle est motrice ou résistante. Alors, d'une manière générale, on dit d'une force qu'elle est motrice quand elle va aider au mouvement. Et ça, on peut le voir en fait si le travail de la force il est supérieur à 0. Ça voudra dire très concrètement que la force, elle aide à faire le mouvement. La force est motrice. Maintenant, si le travail de la force est négatif, c'est-à-dire inférieur à 0, ça veut dire que la force elle va avoir tendance à résister au mouvement. On dit que la force, elle est résistante. Et donc ces petites définitions, ça va nous servir juste après. Quand on va regarder ce qui se passe quand l'énergie mécanique ne se conserve pas. C'est-à-dire que dès lors qu'il va y avoir des frottements ou toute autre force non conservative, l'énergie mécanique ne va pas se conserver. Ça veut dire que l'énergie mécanique va varier, sa valeur va varier dans le temps. Et donc si les forces non conservatives sont plutôt motrices, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à aider le mouvement, notre énergie mécanique elle va augmenter. Si maintenant nos forces non conservatives sont plutôt résistantes, c'est-à-dire qu'elles vont avoir tendance à résister au mouvement, l'énergie mécanique elle va diminuer. Voilà, c'est tout pour le cours, c'est la fin du cours. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de bien relire et de bien apprendre finalement le polycopier que vous avez sur le Padlet. Et s'il y a des questions qui persistent, n'hésitez pas à m'en faire part.